Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'actualité mêlant le monde tangible et virtuel. Cette semaine, Ftiri El Aouni et Selma sont absentes car elles couvrent les médias à Tanger, mais nous essaierons de relever le défi avec enthousiasme. Tout au long de cette émission, nous analyserons les faits marquants de la semaine et dans quelques instants, nous aurons l'honneur d'accueillir Brahim Mzned, directeur et fondateur de Visa for Music, pour discuter de la 10e édition qui s'annonce haute en couleurs. Cette émission marque le retour de Selima Benabou, la pierre angulaire de l'équipe qui nous honore de sa présence après une longue absence. Merci. Rimel interpellera nos parlementaires pour éclairer le sujet des transports clandestins. Hichem, notre voix suave et force tranquille, parlera d'un nouveau type d'amis, à savoir les livreurs. Emin Rahmouni, alias le beau gosse, la cerveau supérieure de l'émission, rendra hommage à plusieurs personnalités décédées cette semaine, et bien plus encore. Et enfin, votre humble serviteur clôturera cette émission avec une pépite rare que nous aurons le plaisir d'accueillir en live, à savoir Del Leila. L'hebdo, c'est maintenant. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous chers collègues? Salut Yacine, tout va Salut très bien. Yacine. On fait un petit tour de table très rapidement pour savoir Dis-nous comment d'où souhaite Simone Heda, et surtout en fait la question que se pose tout le monde, fin que tire un bras, c'est Lima. Non mais ça y est, on va pas faire l'émission autour de moi. Je suis très heureuse d'être... Vient de commencer. Oui, bien sûr. Non, je suis très heureuse d'être parmi vous de nouveau. Et puis... Tu nous as manqué en tout cas. Merci, vous aussi, vous m'avez manqué. J'ai hâte de découvrir vos chroniques parce que moi j'en ai pas, je suis venue pour vous regarder travailler. Ah ouais? Super. Super. Rimel, qui de Simone? Cette semaine Zouina. Ok. Une très belle semaine, la vérité. Semaine مضبة quand même. On ne peut pas. Ah oui. كنت ضبة. Brumeuse. كنت ضبة. Onctueuse. من غير la météo ما كانتش مضبة. Et l'actualité. Et l'actualité très lourde évidemment, Ouais. donc Ok. déprimée comme d'hab. Sidi Emile Ghazel. Bah, pas génial, un peu triste avec la disparition de deux grandes personnalités publiques marocaines dont je vais parler, qui m'ont un petit peu touché. Alors que tout à l'heure en Mais off, quand je t'ai dit sinon, comment pour t'as le passé la reste, semaine, tu m'as dit que très très bien, tout se passait bien. Moi, ça va bien, mais après triste quand même. Ok. Voilà. Donc, comme chaque vendredi, nous allons commencer avec l'image de la semaine. Et l'image de la semaine est une surprise inattendue et qui fait plaisir, à savoir le Sporting sportif de Casablanca qui est en train d'écrire l'histoire vu que les Casablancaises se sont qualifiés en finale de la 3e édition de la Ligue des Champions de la CAF grâce à une victoire au tir au but 3-2 sur les Ghanéennes d'Ampem Darkoa. Yak, Exactement ça. c'est comme ça qu'on le prononce, Quel mercredi soir. La finale aura lieu le dimanche 19 novembre à 20h à Korogo et on croise les doigts pour que nos joueuses puissent se hisser au sommet du football africain. Amine, spécialiste du foot, Oui, un que petit veux-tu mot, savoir? Dis-moi tout, je suis. pronostic. Pronostic, ben, on va gagner parce que je pense que quiconque entame une compétition et qui plus est arrive en finale et ne veut pas la gagner est un escroc. Surtout que c'était inattendu. Enfin, Voilà, mais bien sûr que c'est inattendu, donc je pense qu'arriver à ce niveau de la compétition, tu joues que pour gagner. Et c'est une belle histoire parce qu'il faut rappeler aussi que les Phares ont atteint une demi-finale, ils ont perdu contre Sundowns c'est ça. ce même mercredi aussi, donc on n'aura qu'un club en finale alors qu'on aurait espéré en avoir deux. Mais c'est une belle surprise parce que c'est un club qui n'existait pas il y a encore 4-5 ans, qui est né d'une fusion heureuse, et par la suite par l'acharnement, on va dire, parce que c'est vraiment le bon mot, de ses dirigeants. Ils ont gravé les échelons un par un, et l'an dernier, au terme d'une belle saison dans le championnat en première division, ils atterrissent en Ligue des Champions pour la première fois. Et là, ils vont en finale. C'est beau, ce sont des femmes combatives. C'est une belle histoire, le storytelling est parfait. Le timing aussi, je pense, parce qu'on vit quand même une époque formidable, je pense, au niveau du foot, et seulement du foot, je dirais. Et donc, ils deviennent solubles, en fait, dans cette parenthèse enchantée Oh là là. de notre sport au Maroc. Oh là là. Et je suis très content pour elles, et je leur souhaite vraiment tout le meilleur du monde et une belle victoire ce dimanche. Est-ce que j'étais bon? Ah, c'est du jamais vu dans Merci, le monde Yacine. de la bande. Rimel, tu bâtis Ouais, non? je les ai trouvées magnifiques. Magnifique. En demi-finale, Sarah, quand elles ont, surtout comment elles ont repris le match, parce que bon, quand tu te prends un premier but à la 6e minute face au Ghana, tu te reprends difficilement. Et pourtant, elles ont vite réduit l'écart et j'ai trouvé ça fantastique. Et Sarah, je كنت متبعاهم parce que, comme tu as dit, il n'y a même pas 4-5 ans, ils n'existaient même pas. Et direct la deuxième division, comment elles se sont imposées pour jouer la Champions League. Et j'espère
qu'elles prendront du coup la revanche par rapport à la finale les hommes qui s'est mal fini pour le Wydad Est-ce que tu parles du la Wydad semaine dernière. Bien le évidemment. champion- le C'est champion pour de- ça qu'il était triste. Alors C'est pour j'ai ça trouvé- qu'il est triste. Je trouvais Par ça contre, t'as vu très comment juste. j'ai occulté l'information? J'en ai pas parlé. Comment tu l'as tweeté? Champion du monde des finales perdues, c'est C'est ça? ça. Le Wydad champion du monde, point. Des finales perdues, point. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Donc, petit rappel, finale dimanche 19 novembre, 20h à Korogo. Sportif de Casablanca, Inch'Allah, la Ligue des champions de la CAF, Djibou Helina. Et on revient au sujet de cette émission avec la 10e édition de Visa for Music qui aura lieu à Rabat du 22 au 25 novembre 2023. Je vous demande, messieurs, dames, d'accueillir Brahim Mznet. L'invité. Merci à toute l'équipe. Bonjour Bonsoir. Brahim, comment vas-tu? Je vais bien. Merci infiniment de t'être déplacé à Rabat à moins d'une semaine du démarrage. Merci infiniment de nous avoir fait. Je pense qu'il s'est plutôt déplacé à Casa. Casablanca. À de Casablanca de Rabat, autant Rabat. pour moi. Autant pour moi. Alors, première question, Brahim, et qui nous propulse au tout début de cette aventure qui fête sa 10e édition. Comme si, moi je me rappelle de la première édition 2014, il y avait Nordistan, il y avait Mashrou' Leila, presque 10 ans après. La question que peut-être beaucoup d'auditeurs vont se poser, quel a été le catalyseur ou l'inspiration derrière la création de Visa for Music? On le rappelle bien, Visa for Music est un salon professionnel dont le but est de mettre en contact, mettre en lien des professionnels de la musique, que ce soit des professionnels de la musique marocains ou là, internationaux, avec des artistes. Écoute Yacine, comme tu le sais, je suis un passionné de musique et de voyage. Donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai été dans les salons de la musique à travers le monde, que ce soit l'océan Indien, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Australie, que ce soit un peu partout en Europe. Et j'ai été frustré à l'idée de voir que le continent africain, qui est source d'énormément d'expression musicale, ne dispose pas suffisamment de plateformes ou de marchés ou de festivals à la hauteur de la dynamique que connaît le continent. Et donc il y a quelques initiatives qui ont un caractère régional, soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique de l'Est, en Ouganda, au Kenya, et quelques initiatives en Afrique de l'Ouest. Et au final, on se dit peut-être que nous, en plus, la géographie nous rend service puisqu'on est proche de l'Europe, du Moyen-Orient, etc. Et puis on a quand même pas mal de liaisons aériennes avec le continent africain. Et pourquoi ne pas imposer ce marché ou en tout cas de créer une plateforme où se retrouve la communauté qui travaille dans le secteur de la musique un temps, une fois par an, pendant 4 jours, pour échanger, développer des projets, en tout cas développer le réseau, etc. Et comme tu viens de parler d'édition 2014, tout le monde était au rendez-vous, il y avait plus de 1000 professionnels, beaucoup de collègues du continent africain qui se sont débrouillés pour être là parce que tout le monde a cru au projet. Et puis, depuis 2014 à ce jour, on a énormément de collègues qui n'ont pas manqué une seule édition et qui viennent à leur charge, qui se débrouillent pour être là. Et je pense qu'on n'a pas eu tort de monter ce projet. On parle de la 10e édition. Est-ce qu'on peut très rapidement peut-être dresser un bilan de 10 éditions? Je sais qu'il y a énormément de connexions qui se sont faites grâce à Visa for Music, encore une fois, qui ont permis la connexion entre des artistes et des professionnels de la musique. Énormément d'artistes ont pu trouver des gens qui ont pu les accompagner, que ce soit des managers, des tourneurs, des bookers, mais aussi des tournées qui se sont montées à l'international. Est-ce qu'on peut se dresser un petit bilan des 10 éditions passées? Écoute, c'est vrai que comme tout secteur, le secteur de la musique et le secteur des industries créatives et culturelles nécessite un certain nombre de maillons de la chaîne pour qu'on puisse créer vraiment une vraie dynamique économique autour de ça. Quand on a démarré en 2014, on avait beaucoup de gens qui venaient avec un petit sac en plastique avec quelques albums dedans. Et au final, au fil de temps,
avec toutes les formations que nous avons développées, tous les workshops, les speed meetings, les gens, en tout cas les artistes, ont compris, en tout cas, et l'environnement qui travaille autour de l'artiste, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu as travaillé longtemps dans ce secteur, donc tu sais bien qu'il y a énormément de... C'est tout un écosystème qu'il faut développer. Je pense que ce qu'on a gagné tout d'abord, c'est que tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est pas simple, et il faut tout un environnement pour développer une tournée. Malgré tout ça, on a eu des success stories, des artistes qui sont partis un peu partout dans le monde, en Corée du Sud, au Chili, au Danemark, en Afrique subsaharienne, à La Réunion, un peu partout. Et ça, c'est quand même formidable, alors que d'habitude, les artistes allaient souvent dans ce qu'on appelle les territoires traditionnels, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de choses sont développées, des collaborations entre artistes subsahariens et artistes d'Afrique du Nord, en tout cas marocains. Beaucoup de projets sont développés. Il y a des artistes qui viennent ici, pas forcément pour se produire, mais pour participer au speed dating, pour pouvoir décrocher une date ici ou là. On a eu des dates, on a eu pas mal de tournées qui ont eu lieu aux États-Unis, des tournées en Europe, un peu partout. Et puis nous, notre rôle c'est de connecter les programmateurs avec les artistes, mais on ne va pas au-delà de... Voilà, maintenant, on y réfléchit très sérieusement. On a travaillé sur l'impact, que ce soit sur la ville de Rabat ou l'impact sur l'écosystème des métiers de la musique. Et aujourd'hui, il y a vraiment eu beaucoup de retombées pour les artistes marocains tout d'abord, et puis pour beaucoup d'artistes, que ce soit, tu as parlé de Mashroua Leila qui ont eu, je sais pas, une vingtaine de dates grâce à Visa for Music, tu as parlé de Nordistan, tu as parlé enfin il y a plein d'artistes marocains ou subsahariens ou du Moyen-Orient qui ont eu 47 Soul, enfin voilà. Donc l'idée c'est que nous on propose la plateforme, les gens viennent au rendez-vous, et puis il y a plein de choses qui se font, qui nous échappent forcément. Comment vous sélectionnez les artistes? Il y a un jury composé de 5 personnes. Une personne de l'Afrique francophone, une personne de l'Afrique anglophone, parce qu'on essaie quand même d'avoir un équilibre territorial, en tout cas à l'échelle du continent. Une personne d'Afrique du Nord, puis un Marocain et quelqu'un de Moyen-Orient. On essaie de travailler sur cette partie-là. Souvent, on essaie aussi de respecter le genre. L'année dernière, moi j'ai fait partie du jury de Visa for Music, et je crois que l'année dernière on était à entre 300 et 500 candidatures, c'est ça? Cette année oui, parce que c'était le post-Covid. Non, il y avait plus de 800 candidatures l'année dernière. Cette année, on est à 1508 de 99 pays. Et donc forcément, les candidatures, on les reçoit de partout. Cette année, on a eu 1003 rien que du continent africain. Côté spectateur, parce que j'imagine que c'est un événement ouvert au grand public. Oui. D'accord. Ouvert, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, disséminé sur parce plusieurs sites à le Rabat. public professionnel est un mauvais public. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un public extrêmement exigeant, et donc forcément, pour créer une émotion de spectacle vivant, il faut un vrai public. Qui ne soit pas dans le... Plus néophyte. Voilà, exactement. D'accord. Donc comment est-ce qu'il se décline votre événement sur la ville de Rabat? Parce qu'apparemment, vous êtes sur plusieurs sites. On a 6 sur combien de jours? Comment faites? Voilà, si vous deviez nous expliciter un peu plus votre vision grand public. On a fait le choix d'habiter le quartier Hassan, qui est un quartier historique, un très beau quartier, très chaleureux. Central. Et donc les professionnels font tous les sites à pied, donc tout est walking distance. Donc et puis il y a pas mal d'hôtels qui ne sont pas forcément excessifs au niveau de centre-ville de Rabat, ce qui permet à ce que les professionnels puissent circuler entre les sites, retourner à leur hôtel s'ils ont envie de se reposer ou travailler un peu, etc. Donc on a le théâtre Mohamed V, on a la salle Bahanini, on a la salle Renaissance, puis on a des afters au niveau de Nomo. Et puis cette année on a rajouté un site à Marriott au niveau de Lagdel. Et puis on a le Café de la Seine. Après on a le musée d'art moderne pour la partie conférence.
On a des salles qu'on utilise aux côtés de Satyamar pour tout ce qui est speed dating. Et puis on a plein de lieux de convivialité, de restauration. Speed dating, etc. c'est des one-to-one. c'est faire se rencontrer les artistes avec éventuellement avec les programmateurs. Voilà, et pas non plus des gens qui sont censés trouver l'amour, on est d'accord. Non, pas ça, mais n'empêche. Faut le préciser, parce qu'en général, speed dating vient de là. N'empêche, c'est un festival, c'est aussi fait pour trouver une l'amour. vie sociale. Ouais. Voilà. Parce qu'on le rappelle juste très rapidement, on parle de 70 concerts, on parle de 15 conférences et de speed meeting, et non pas speed dating, c'est Emin Rahmouni. 4 formations et workshops qui sont ouverts au grand public, qui sont inscription. Voilà, ainsi que 3 carnavals internationaux. Et on parle de plus de 2000 professionnels en fait, de la musique qui seront présents. Exactement. Donc on a beaucoup de professionnels qui se sont inscrits et on s'attend à beaucoup de monde malgré un contexte particulier, mais les professionnels seront là au rendez-vous. Il y a plusieurs institutions seront présentes également. Le European Jazz Network, le Conseil international de la musique qui fait sa 40e assemblée générale à Rabat. On a plein d'institutions qui viennent, que ce soit d'Afrique du Sud, que ce soit de plein de délégations de Seychelles, d'Éthiopie, de Congo. Donc on a toute une nouvelle, enfin post-Covid, on a une nouvelle génération aussi de gens qui travaillent dans le secteur qu'on accueille. Donc il y a énormément de gens. Donc il y a aussi des gens dont on n'est pas forcément au courant. Donc nous, on invite les gens à venir s'inscrivent sur la plateforme. Comme ça, on sait qui vient. Mais il y a des gens qui se pointent, qui se sont pas forcément inscrits. Donc voilà. Okay. Il y a une spécificité aussi cette année. Vous avez décidé de reverser en fait tous les entrées, toute la recette sur le compte officiel des victimes du séisme de l'House. Donc voilà, rappel des dates. On parle du 23 au 25 du 22 au 25 novembre à Rabat. On reviendra tout à l'heure sur Visa for Music. En attendant, je crois que Rimel est parti voir les parlementaires pour leur poser la question sur comment se gère le transport clandestin. La parlementeuse. Exactement, Yacine, puisque en raison du manque de transport, les gens sont contraints de prendre n'importe quel véhicule et pas que ça. Également, la forte influence, voire même les prix pratiqués poussent les usagers à emprunter n'importe quel véhicule pour leur déplacement. On parle de l'khtafa, en passant par la moto et le désormais incontournable triporteur. Donc chaque destination a son moyen de transport clandestin. Et dans l'histoire, c'est l'informel qui en profite à travers cette pratique. C'est une pratique qui diffère d'une ville à l'autre et d'un quartier à l'autre, qui est devenue très lucrative. Son activité qui fleurit de plus en plus, surtout face à la crise des transports, surtout dans les zones rurales. Alors il paraît que, selon certains députés, dans les zones rurales, c'est une pratique qui se fait qui est beaucoup plus croissante dans les zones rurales. Parce que malheureusement, les gens n'ont pas forcément le choix dans ce genre de région. Il n'y a pas les transports et des fois, très souvent, il y a les bus, mais qui osent Chiblaes, il n'y a pas de taxi. Donc, question par rapport à ça. Vous vous êtes jamais fait accoster à Casablanca même quand vous attendiez un taxi par une moto qui vous propose de vous accompagner? Si. Mais classique. Ça m'est encore arrivé il y a 3-4 jours. Justement, vous l'êtes عادي. Moi personnellement, non. Je sais pas si Alima si elle s'est déjà fait accoster. Non, franchement, non. Apparemment, c'est juste en face d'un centre commercial. Bon, ils ont plus tendance à arrêter un mec quand même qu'une jolie rimelle sur le bord de la route. Ils vont pas lui dire monte avec 15 mecs. Non, il s'arrête en moto. Il s'arrête en moto. Il faut t'emmener là où tu veux. Là, après, peut-être que c'est. On parle peut-être dans ce genre de cas spécifiquement, peut-être c'est du one shot. C'est pas forcément quelqu'un qui. C'est pas un taf professionnel. J'en sais rien. Mais pour revenir au sujet de Rimel, moi ce qui m'agace, et pas plus tard que dimanche quand il y avait un match de foot, je sais plus c'est qui,
la nana complètement déconnectée de la réalité. Mais moi, je me fais arrêter parce que je suis donc dans mon véhicule et parce que effectivement, bon, j'ai brûlé un stop et effectivement, je peux me faire arrêter, il n'y a pas de souci. Mais par contre, juste à côté, ouais. Tu as un camion avec littéralement 50 personnes dedans, une petite camionnette, les pieds qui débordent, les portes ouvertes, etc. Et il passe sous les yeux du flic et on l'arrête pas. Donc, ça me scandalise. Un sentiment d'injustice. Elle est scandalisée d'être arrêtée pour une mission qu'elle a réellement réalisée. Elle est parce qu'on l'a pas arrêtée sur le côté. Non mais attendez. Non mais il faut remettre les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il y a un nouvel accident, malheureusement, dans les zones rurales et qu'il y a 50 personnes malheureusement qui ont perdu la vie parce qu'elles sont allées travailler, les pauvres femmes, et qu'on les entasse dans des camionnettes et qu'elles perdent la vie à cause de ça. Ouais. Alors oui, je comprends, mais à ce moment-là, il faut qu'on mette en place des solutions. Exactement. Puisque à chaque nouvel accident, on ressoulève cette problématique. Et je trouve ça dommage. Il y a un vrai problème. Peut-être qu'on laisse les belles scandalisées si tu n'es pas fait arrêter. Mais il a brûlé le stop aussi, mais c'est pas ça. Imaginez juste un petit accident à 20 km/h avec 50 personnes dedans. Imagine les dégâts, Amine. Alors voilà. Donc Arimal. Bon, c'est vrai que il y a un gros problème de sécurité et surtout, comme tu as dit, quand ces transports-là, ils prennent des personnes au-delà de leur capacité. Et même si des fois ce transport résout un certain nombre de problèmes de mobilité dont souffrent les Marocains dans les zones reculées, du coup, c'était un peu le sujet qui a préoccupé, les députés cette semaine. C'est lors de la séance plénière au Parlement. Donc le transport clandestin a été au centre des débats, en soulignant l'importance cruciale de réglementer cette pratique pour assurer la sécurité des citoyens et la justice dans le secteur du transport. On écoute ce qu'en pensent nos députés. الا خصك دوك الناس دير لهم واحد القانون ديالهم اللي كيمشي عليهم باش يكونوا حتى هما عندهم نقل، والنقل خصو كيقول لك خصو اغريما ما بقاش كيعطيوها الداخليه. هنا خصهم الاحزاب والاغلبيه الحكوميه اللي هما منسجمين خصهم يخرجوا واحد المشروع قانون اللي هو كينصف هادو كما داروا لصحاب القهاوي اللي راهم دابا كافي موبيل اللي ولاو عطاهم الرخص ديالهم وكيوقفوا في بعض الاماكن اللي هي ما خصوش يحرج الناس اللي كيخلصوا الضرائب. النقل السري اللي كاين عبر اليوبير وعبر هذا راه حنا تنعرفوا بانه اليوم صباح واقع وبزاف المغاربه كيستعملوه وتيقول لك لانني انا على الاقل كنلقى امكانيه ديال انني نتنقل من واحد المنطقه لواحد المنطقه بلا ما نقلب على حافلات نقل عموميه او لا طاكسيات او لا كذا، بمعنى انه كاين هناك نقص اللي المفروض القطاع يشوف كيفاش ممكن يوفروا، وفي نفس الوقت كاين الجانب القانوني. واقترحنا في الفريق الاشتراكي انه خاص بما اننا اليوم في تنزيل الجهويه المتقدمه اننا نمشيو لما يسمى بالتفريع، بالمبدا ديال التفريع اللي هو كاين في الدستور، وكذلك نمشيو لا تمركز باش تولي رخص اقليميه لهاد الناس باش تولي يعني انهم حتى هما ينقلوا المواطنات والمواطنين في كرامه وفي السلامه كذلك، لان تنعرفوا بان هذا النقل السري هو نقل اجتماعي من الدرجه الاولى وانه تيخدم واحد الفئات اللي ما فيهاش نقل اصلا. Alors si j'ai bien compris, là le but en fait c'est de structurer, de donner un cadre légal à ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur métier. Exactement. Et il y a même excuse-moi juste de finir, il y a aussi le ministre du transport et de la logistique, donc c'est quand même le principal concerné, Mohamed Abdel Jalil, qui a répondu donc à cette question donc la séance plénière. L'État en fait attache à l'Échdamien, donc comme quoi le ministère de l'Intérieur travaille avec les collectivités, avec les villes pour justement lutter contre ce fléau du transport clandestin en faisant plus de formation pour les chauffeurs professionnels. On a un extrait si vous voulez, avec grand plaisir. Si vous voulez qu'on le fasse passer. على صعيد المدن تقوم المجالس الترابية بتطوير خدمات النقل الجماعي للأشخاص تحت إشراف وزارة الداخلية كحل للتصدي لظاهرة النقل السري، كما أن الوزارة على استعداد لمواكبة الجماعات الترابية من أجل ممارسة اختصاصاتها الذاتية في مجال النقل، وهو الحل الذي اختارته بلادنا لتحسين منظومة النقل على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات. وتواصل الوزارة دعم النقل المزدوج بالعالم القروي من خلال معالجة الطلبات الواردة عليها وبرنامج تجديد الحظيرة ومجانية تكوين السائقين المهنيين.
moi je salue quand même la démarche, mais je condamne en même temps leur hypocrisie à 2 balles, parce que parfois il n'y a pas. Non mais c'est vrai, parce que parfois c'est pas un problème d'agrément ou d'autorisation, parce que certains l'ont, mais ne se gênent pas quand même pour transporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 50 personnes dans une petite camionnette bleue. D'ailleurs, la camionnette, elle est tombée de 50 mètres, c'était il y a 1 an. Toutes les personnes sont décédées. 7 personnes disposaient d'une autorisation de travail. Donc le problème, c'est pas donner des agréments à tout va, c'est encadrer effectivement le transport. C'est ce qu'il disait en fait. Le ministre a dit qu'ils passeront par des formations en fait pour les chauffeurs. Pour les chauffeurs professionnels. Qui vont être adaptés peut-être les régions par rapport le véhicule, parce que je pense bien on conduit pas un taxi, je sais pas. Ouais. Mettre chaque personne dans une place avec sa ceinture de sécurité, les règles de base. Après moi je suis optimiste, il y a l'éducation, il y a la santé, peut-être que dans 20 ans il y aura très bien les transports, et puis Rome ne s'est pas faite en un jour. Qui gêne que l'intervention. Moi je retiens surtout je suis optimiste, qui a beaucoup changé. Sachant que c'était pas forcément le cas ces dernières années. Oui. Peut-être Rimel que j'ai loupé quelque chose. Est-ce qu'ils ont parlé peut-être des chauffeurs VTC ou leur donner un statut légal? Est-ce qu'on a parlé de ça? Pas vraiment, non. Donc les chauffeurs VTC n'ont pas été. Je pense que quand on parle du transport clandestin, on parle de tout ça. On parle des chauffeurs VTC, on parle des transports, les Kekonouf, les zones reculées, donc les minibus, tout ça. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas mentionné les chauffeurs VTC, mais il y a une députée qui a justement, elle a mentionné Uber, je crois. Uber, exactement. Ouais. Merci infiniment, Rimel, pour ce reportage fort en émotion et en information. On revient avec Abrahim Mzed avec la 10e édition de Visa for Music la semaine prochaine du 22 au 25 à Rabat. Et j'ai une petite question, Brahim. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, quels sont les différents défis auxquels vous avez été confrontés, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau du fait de pouvoir convaincre les professionnels de pouvoir faire le déplacement? Il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent d'Europe, il y en a qui viennent un petit peu de partout dans le monde, et surtout aussi convaincre les financeurs, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. Tout ça, ça demande de l'argent. Donc, quels sont les différents défis? Je ne sais pas pourquoi tu ris. Mais c'est bien, tu t'as inventé un mot, moi ça me va. Qui est Financeurs. Hein? Les financeurs, bien sûr. Ça me va très bien, on a compris, donc c'est l'essentiel. Ça fait plaisir. Écoute, on a vécu bien évidemment plusieurs défis. D'abord, était très compliqué d'expliquer le développement d'un marché dans un pays comme le nôtre. Donc il a fallu beaucoup de pédagogie, parce que les gens, pour eux, soit un festival, soit autre chose, mais ça ne peut pas être un marché. C'est difficile de parler d'un écosystème économique, etc. Puis c'est un festival qui a lieu l'hiver, donc c'est un des rares festivals de musique qui a lieu l'hiver. Et donc très difficile de convaincre des partenaires, que ce soit institutionnels ou sponsors. Donc c'est un festival indépendant, donc c'était très compliqué. Je ne dis pas que c'est simple aujourd'hui, donc on est toujours à la recherche de partenaires pour passer à l'échelle, parce que au moins les partenaires institutionnels au Maroc, est-ce qu'ils ont bien compris toute la valeur ajoutée de ce genre d'événement? Est-ce que vous avez dépassé le stade de la pédagogie, on est rentré plus d'un truc où ils veulent aussi porter cet événement? Non, c'est-à-dire ils adhèrent au projet, mais ils vont pas au-delà, c'est-à-dire ils passent pas, j'ai pas senti encore une volonté de passer à l'échelle pour que ça s'impose. Aujourd'hui, il fait partie des 25 marchés internationaux. C'est-à-dire nous, on s'impose aujourd'hui comme le marché référent à l'échelle du continent africain, mais on a envie d'aller au-delà, c'est-à-dire pour avoir une équipe beaucoup plus étoffée, passer peut-être à plus de jours, plus de professionnels, peut-être plus de scènes. Peut-être même quelque chose de continu tout au long de l'année. Tu parlais de ça peut-être tout à l'heure. Parce qu'il y a tout un... C'est-à-dire on a envie de développer les métiers de la musique. Donc aujourd'hui, on le fait à travers des workshops, mais on a envie d'aller, de passer à l'échelle et d'avoir tout un programme tout au long de l'année. Il faut avoir des moyens pour pouvoir convaincre des majeurs à venir s'installer chez nous. Ils s'installent à Abidjan, mais ils ne s'installent pas à Casa. Les majors?
Oui, les grands. Je crois qu'on en a deux. Je crois qu'il y a Universal et Warner qui sont installés au Maroc. Oui, mais ils ne s'installent pas de la même manière avec laquelle ils sont installés à Abidjan. C'est-à-dire Abidjan, quand ils s'installent avec un studio, avec toutes les moyens. Tous les moyens qu'il faut. Ici, c'est un guichet pour le moment. Clairement. Il y a une volonté d'aller au-delà. En plus, nous, on est tiraillés entre le Moyen-Orient et l'Europe. Ils ne nous considèrent même pas africains. Ouais. C'est quand même... donc, il faut corriger tout ça. Et peut-être que des investisseurs, il faut voir comment les convaincre à aussi considérer le Maroc comme une vraie plateforme de la musique. Aujourd'hui, surtout qu'on a démontré ça. Sont à Abidjan, sont à Lagos, sont à Jobourg, ils ne sont pas encore chez nous. Et si on veut passer à l'échelle, il faut convaincre tous ces gens-là et les majeurs à venir s'installer, venir déjà. Bon, il y a des plateformes qui nous font confiance. Spotify vient avec une grosse équipe. Il y a une formation qui est privée avec Spotify. Enfin, il y a d'autres partenaires qui viennent, mais on a envie d'aller au-delà, mais ça ne se fera pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Salima Benabou. Mais à coup de pas financeur existe bien, donc je te prie de m'excuser. Quel regard vous portez? Reconnaître sa probité intellectuelle. Là, vous parlez de l'industrie musicale. Est-ce que vous pensez que nous, Marocains, on a cette capacité à changer complètement notre façon de consommer la musique dans 15-20 ans? Quel regard vous portez sur ces 30 prochaines années? La musique connaît une mutation assez incroyable. Je veux dire, les choses ont changé. Il y a quelques années, il n'y avait pas l'afrobeat. Donc, il y avait l'afrobeat, peut-être pas l'afrobeat. L'afropop n'a jamais été aussi écoutée qu'aujourd'hui. La musique marocaine n'a jamais été aussi écoutée qu'aujourd'hui. La musique actuelle, la musique... Mais je parle du téléchargement légal. Ah, si vous parlez de la partie distribution, oui. La partie distribution, le mode de consommation va changer. De toute façon, on passe à la digitalisation de plus en plus, donc les gens utilisent... Mais est-ce que vous pensez qu'on peut soutenir les artistes? C'est-à-dire, est-ce qu'un artiste marocain peut vivre de son art sur les plateformes que l'on connaît aujourd'hui? Je peux peut-être répondre à cette question, enfin, si je peux me permettre, parce que j'ai bossé pour une plateforme de streaming pendant 3 ans. Et quand tu vois, par exemple, que des artistes comme El Grande Toto, qui a été l'année dernière peut-être l'artiste le plus streamé dans toute la région Middle East, North Africa, on parle de peut-être 200-300 millions les chiffres sont énormes. Voilà, et même si on n'a que pour l'instant peut-être des guichets, des petits bureaux de majors qui sont installés, c'est quelque chose... à part El Grande Toto. À part El Grande Toto, on peut parler de l'inconnu. Tous les artistes qui chantent au Moyen-Orient, il y en a qui sont... Oui. Non, mais on est d'accord qu'il y a une grande différence. On a quand même encore beaucoup d'années de retard sur notre manière de consommer la musique de manière légale en soutenant les artistes. On préfère tous aller sur... sur YouTube ou sur des plateformes. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Moi, je pense qu'il y a des pays où on a régulé ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les gens n'utilisent pas par exemple la carte bleue. Et en Afrique de l'Ouest, il y a d'autres plateformes qui se sont installées. Il y a une plateforme, j'ai oublié le nom, une plateforme chinoise qui marche plutôt très bien. Il y a des plateformes aussi locales. Et donc les gens... Et les partenariats avec les télécoms? Je veux dire, il y a des partenariats aussi avec les télécoms locales, avec quelques 600 ou 1000 francs CFA, on arrive à avoir un temps d'écoute assez important. C'est-à-dire qu'on a adapté le marché ici. Je pense qu'il y a eu quelques initiatives avec les deux ou trois au Maroc, mais ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, le plus gros s'écoute plutôt sur Spotify et beaucoup plus sur YouTube, mais le mode de consommation va forcément bouger parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est plutôt smart. C'est une jeunesse qui est prête. Aujourd'hui, je pense Internet c'est encore cher pour les jeunes, mais je pense qu'il y aura forcément le marché va se réguler certainement. Tout à l'heure, en fait, on a parlé des défis, mais là, d'après 10 ans d'expérience, comment on pourrait, dans la continuité de la question que posait Salima, comment on pourrait soutenir en fait la création au Maroc, les artistes au Maroc et surtout construire réellement cet écosystème de Moussika في المغرب. On parle de formation, on parle... Moi, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le live, il y a le digital. Sur le live, on a beaucoup de retard. Il nous faut beaucoup de smack, de scène, musique actuelle. Les gens peuvent aller boire un verre,
écouter de la musique, regarder un concert debout ou assis. Ce réseau-là, on ne l'a pas. Donc ça, il y a un énorme travail à faire et d'avoir, sur les 75 provinces, je ne sais pas combien de provinces on a, une salle par province. Pour qu'un artiste qui a envie de faire une tournée, partir avec son bus et faire, s'il arrive à faire 20 dates, 10 dates, 15 dates, les gens sont de plus en plus prêts aujourd'hui à acheter un ticket. Et donc, créer cet écosystème, les gens vont faire un concert, vendre un t-shirt, boire un verre, vendre un vinyle, j'en sais rien, et de créer tout l'écosystème autour. Pour la partie live, il faut arriver à convaincre des plateformes à investir sur la... C'est pour ça que j'aime pas trop le mot soutenir ou subventionner, plutôt investir sur des artistes d'aujourd'hui pour pouvoir créer de nouveaux, ce qu'on appelle des locomotives, des nouveaux champions. Et là, il y aura une nouvelle dynamique. Sans oublier, bien évidemment, les artistes de patrimoine, parce que l'idée, c'est pas de créer d'une nouvelle génération qui va tuer une autre, mais de voir comment différentes esthétiques se retrouvent dedans, bien évidemment. Donc, et je pense sur ces deux aspects, si on arrive à créer tout l'écosystème avec les deux aspects, mais c'est pas à l'artiste d'investir sur la production. Il faut qu'il y ait un partenaire derrière. Peut-être qu'on va continuer à réfléchir à cette question-là, la question à 1 million d'euros. Et on va peut-être écouter Hicham qui va nous parler de nos nouveaux amis, les livreurs. Dites-moi si je me trompe, avec Hicham. Depuis l'épidémie du Covid, les livreurs de repas à domicile sont devenus presque des voisins comme les autres. Un balai incessant de ces porteurs de sacs isothermes prêts à apaiser la faim de tous ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de cuisiner. Au sommet de la chaîne alimentaire, le livreur s'est imposé comme une solution miracle pour les gens qui se gavent de pizza 4 fromages et se shootent aux séries Netflix. Dans sa course folle aux chiffres, le livreur vit dangereusement. Il enjambe des escaliers à n'en plus finir, parle dans des interphones qui ne fonctionnent pas, monte dans des ascenseurs qui ont décidé de faire grève le jour du grand rush, sans oublier le temps précieux perdu dans les dédales de la ville pour trouver l'adresse du destinataire. Avec les clients, c'est la roulette russe. Certains pleurent presque à la vue de leur plat de sushi livré dans les tons, tandis que le bof au Marcel, lui, est capable de commettre un meurtre pour un sachet de ketchup manquant. Un samedi, alors que j'étais invité à une soirée, quelqu'un a eu l'idée de commander des shawarma à 3h du matin. Au regard de la tronche de déterré de livreur, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette scène culte de Brad Pitt dans le film Fight Club, où il faisait pipi dans une soupe au homard et éternuait sur un plat d'endives. Excédé par les humeurs versatiles des clients, le livreur se lance dans la jungle urbaine armé de son scooter et de son téléphone. Il joue au slalom géant, esquivant des voitures, jonglant entre les feux rouges et les piétons pour gagner chaque bataille du timing de plus en plus serré. Pressé de récupérer la nouvelle commande, il gonfle par la même occasion les chiffres des accidents de la route et les profits des entreprises ubérisées. Inutile d'aborder les questions syndicales qui fâchent. L'assurance accident, les heures interminables de travail, blablabla. Tout le monde s'en fout, puisque la fin justifie les moyens. Ouais. Bravo Hicham et bravo, messieurs Hicham, dames. j'adore ton montage. Messieurs dames, ceux qui nous écoutaient, allez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux parce que moi ce que je trouve génial c'est surtout le montage et les livreurs. Ils font partie de notre vie maintenant. Après, parce que il y a des anecdotes avec les livreurs. La vérité, j'allais percuter un livreur. Là, un واحد slogan. Ah ouais, c'est... Non, mais, oui, mais alors justement, ils travaillent dans la contrainte du temps de manière incroyable. J'aimerais bien savoir de quelle manière est-ce qu'ils sont rémunérés. J'ai jamais essayé de. Je crois qu'il y a un journal marocain qui a sorti il y a peut-être quelques mois, il y a un an, un sujet bien fourni sur le détail en fait de la rémunération. Si c'est à la course, si c'est voilà. Je crois que c'est un mélange des deux. Je crois qu'il y a des fixes plus des pourcentages. Plus des pourcentages. Amine Rahmouni, ça t'arrive de commander Très peu. C'est vrai. La vieille génération, je fais à manger chez moi, ma femme fait à manger chez moi. On commande très peu. On évite de manger. Bon, alors quand on veut manger dehors, on sort. Donc, on fait comme on faisait il y a encore 20 ans. Comme les gens faisaient, comme les gens normaux faisaient. On sort manger dehors. Ah, moi j'utilise les applications pour tout. Il me faut un dentifrice à la maison, c'est livreur. Il me manque un ingrédient, c'est un livreur et voilà. Donc, moi je pense comme ça, c'est des gens liés. Peut-être que par moment on profite un peu de leur, on va dire de leur situation et
Et c'est des gens qui galèrent. Après, je pense que... Après, quoi qu'il en soit, c'est mieux qu'il y a 15 ans parce que ça crée quoi qu'il arrive des emplois. Donc, ils sont rémunérés, ils ne le font pas gratuitement. Mais je pense qu'il faut qu'ils passent aussi par de la formation, parce que souvent quand tu vois un peu la manière dont il y a un manque d'accueil par moment, tu vois. Oui. Des fois tu vois, tu ouvres le truc, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. C'est pareil aussi à l'étranger, c'est pareil. Oui, non, mais aussi. On essaie de voir un peu ce qu'on peut améliorer. Oui, bien sûr, mais bon, on n'est pas dans la haute gastronomie, donc moi juste s'il me donne déjà ma commande telle que je l'ai demandé, c'est déjà bien. Oui, après un petit bonjour, un petit merci, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, mais bon. Mais le shawarma, il tient pas trop sur la route, on est d'accord. Mais en tout cas, je salue tous les livreurs qui m'assistent tout au long de la journée et qui le font avec plaisir, et j'aime bien les encourager de cette manière aussi. Brahim, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes en fait que tu as pu vivre durant ces 10 éditions, quelque chose qui t'a peut-être marqué, je sais pas, la parole est à toi. Écoute, j'ai pas d'idée tout de suite, mais on a tout vécu, des gens, je sais pas, des gens qui sont arrivés, qui ont perdu leur passeport, qu'il faut gérer pendant plusieurs jours, des histoires improbables. Enfin, il y a du tout. Parce qu'en fait, on a des gens qui viennent de pratiquement 80 pays à travers le monde. Cette année, on a des gens qui viennent de Seychelles, de Colombie, D'ailleurs, comment tu arrives Kazakhstan. On a par exemple quelqu'un qui vient, un programmateur à Kazakhstan, mais qui ne parle pas ni anglais ni français. Il va venir. Il ramène un traducteur. Donc il faut gérer et lui et le traducteur. Et il faut gérer aussi son visa. Donc, la musique, c'est comme le sport. Ouais, donc il faut. Parce que là, tu me tends la perche. On va dire qu'au niveau du Maroc, l'information, vous avez une communication qui est installée depuis la première édition. Vous avez des partenaires qui vous font confiance, que ce soit des partenaires médiatiques, tout ça. Donc l'information arrive à circuler pour que les artistes puissent recevoir l'information. Maintenant, comment vous arrivez à convaincre des artistes ou des professionnels étrangers? Comment l'information arrive à ces gens-là? Honnêtement, on n'a jamais forcé réellement. C'est-à-dire comment on arrive à convaincre un Kazakh qui ne parle ni anglais, ni arabe, ni français, à faire le déplacement, à ramener un traducteur Non, honnêtement, lui, il est venu par ses... c'est lui qui a voulu. Il nous a contacté un jour. Bonjour, c'est Brahim. Je viens cette année. Est-ce que vous pouvez nous assister pour les visas? Parce que je pense que l'ambassade est à Almaty. Lui, il habite à Astana. Donc finalement, on a réussi à gérer ça. Il gère plusieurs festivals. Bon, on a dû certainement se croiser une fois ou deux, soit au Mec, soit à notre marché. Mais il y a du tout. Ce matin, j'ai reçu un message de la Slovaquie, des gens qui viennent de la République tchèque, d'Afrique. L'anecdote, j'étais une fois au Mozambique un soir, après une grosse journée de travail, après le dîner, on est allé écouter de la musique dans un club et quelqu'un m'a abordé dans un club comme ça, mais genre à 2h du matin. Il m'aborde, Brahim, donc je dis peut-être il a dû entendre, parce qu'en plus on nous a dit il faut faire très attention, c'est compliqué. Effectivement, c'est pas une ville facile. Et le gars, il m'a dit écoute, j'étais l'année dernière à Visa for Music, et je voulais juste vous saluer, etc. Donc après, on a partagé un verre, quoi. C'est juste de dire il y a des gens qui viennent d'un peu partout, mais on ne les connaît pas forcément. C'est ça qui est un peu. Alors, vous êtes un homme vous êtes un passionné, un homme de culture. Vous êtes ce que j'appelle un entrepreneur culturel, parce que vous avez parlé en plus d'investissement tout à l'heure. On ne compte plus le nombre de festivals que vous avez initiés, le nombre de résidences à l'étranger que vous avez initiées. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce que vous allez faire après Visa for Music? Mais il va continuer à faire Visa for Music jusqu'à la fin. Non, mais potentiellement, il peut se lancer sur d'autres rêves et d'autres ambitions. Non, d'abord, j'ai pas envie d'arrêter. Voilà. Donc, en parallèle, qu'on soit bien clair. Je dis bien en parallèle. En fait, pour information, je sais pas si tu vois qui c'est Brahim Mzned, mais Brahim Mzned, c'est Timitar. Mais je sais bien, j'ai dit je ne compte plus le nombre de festivals. J'ai parlé des résidences d'artistes. Il faut écouter quand Salim a parlé, Yacine. Je demande si monsieur a d'autres rêves, d'autres ambitions. Non, les rêves sont toujours là, ils nous habitent. On a plein d'idées qui nous viennent tout le temps. On a monté
On a monté dernièrement un magnifique projet de jazz women, des filles qui sont passionnées par le jazz et qui sont des instrumentistes, pas que des interprètes. Le concert a été sélectionné et a été annoncé dans l'hémicycle des Nations Unies pour célébrer la Journée internationale du jazz. On les a d'ailleurs fait venir il n'y a pas très longtemps au Maroc pour un concert à l'université Homs-Espier. Donc c'était super de se retrouver entre elles. On a plein d'idées, mais bon, forcément, on cherche aussi les moyens pour pouvoir les mettre en place, parce que vaut mieux les faire de manière correcte que de les faire moins bien. Et donc forcément, les nerfs de la guerre, c'est toujours les moyens. Mais aujourd'hui, avec toutes les plateformes qui vont ouvrir, avec les magnifiques théâtres qui vont ouvrir, c'est déjà énorme. Il y a plein d'idées qui nous animent, et forcément, il faut juste trouver des partenaires en face pour pouvoir les développer. J'ai une question en parlant d'idées. Je sais pas, demain, si tu étais par exemple ministre de la Culture, qu'est-ce que tu mettrais, 5 points importants que tu mettrais en place pour soutenir les artistes et la création artistique au Maroc? D'abord, qui tu dis que moi j'ai envie de je dis, voilà. C'est dans un monde imaginaire, un monde parallèle. Écoute, moi honnêtement, un ministre, il fait les choses avec la communauté. Donc, une des premières qualités, c'est d'être à l'écoute. Et 2, maîtriser l'écosystème. 3, de se faire bien entourer. 4, mettre les projets concrets. Et 5, investir au lieu de se tenir. Ouais. Clair, net et... Le programme est figé. Hein. Yeah. On le revoit dans 10 ans. Donc en gros, en fait, il faut avoir les outils, les compétences spécifiques pour être un ministère de la Culture. On ne devient pas, on n'apprend pas sur le tas. Il faut savoir de quoi on parle. Non, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un ministère un peu... Le politique et le technicien, c'est 2 choses différentes. Le politique, il a une vision. Donc, s'il a une bonne vision, il peut aller loin. C'est-à-dire, on a des gens, je veux dire, des ministres de haut niveau. Je veux dire, par exemple, Jacques Lang, c'est pas un comédien, c'est pas un artiste, c'est pas, voilà, mais il a installé il a réussi à marquer son, bien sûr. Voilà, parce que il avait suffisamment de moyens pour convaincre en face. Mais après, c'est d'avoir des bons techniciens pour mettre en place une vraie politique publique culture. Et qu'est-ce qu'il en est pour la programmation de cette année vis-à-vis de Visa for Music, combien on a d'artistes marocains? On a, en fait, en moyenne, on a en général un tiers, 30% d'artistes marocains, 30% d'artistes d'Afrique subsaharienne, autour de 20% de Moyen-Orient, et puis le reste du monde. Donc, on a à peu près 70 artistes. On essaie de travailler comme d'avoir un équilibre homme-femme. C'est un des rares festivals qui respecte la parité et le genre. Il y a de la musique traditionnelle, il y a de la musique du patrimoine. On a des artistes, par exemple, un des collectifs les plus historiques qui est né en 1959, c'est les Bantous de la capitale. Il y a Jamel-Din Takoma qui vient aussi, c'est un immense artiste de jazz qui sera là. On a la Moutia, une danse et musique du Seychelles qui a été inscrite dernièrement sur la liste du patrimoine immatériel. On a des artistes du Congo qui vont interpréter la rumba congolaise. Mais on a aussi beaucoup de musique actuelle. On a des musiques... y a de la pop, de l'afro-pop, il y a du tout. Il y a même des artistes qui viennent par exemple, on a aussi des artistes traditionnels qui représentent par exemple le carnaval de Barranquilla en Colombie, qui est un des plus beaux carnavals des Caraïbes, parce que pour nous, l'Afrique, on l'a jamais dissocié de sa composante afro-descendant et les Caraïbes. C'est-à-dire toujours... Est-ce que l'événement est gratuit pour le visiteur externe ou doit-il payer quelque chose? Non, il est payant, mais il n'est pas excessif. C'est-à-dire on peut avoir un pass pour... c'est gratuit pour les professionnels. Donc eux, ils s'inscrivent. Donc après, on analyse la base de données.
Et pour cela, c'est gratuit. Après, pour le grand public, lambda, il peut venir prendre son pass pour la semaine, qui n'est pas excessif. Je crois que c'est dans les 500 dirhams pour voir 70 concerts, ce qui est rien. Voilà. Pour ma part, j'ai 3 coups de cœur marocains, à savoir Aïta Mon Amour. Aïta Mon Amour, c'est un projet porté par We Dead, c'est la chanteuse d'Il Nurdistan, qui un peu, c'est ça ce qui est intéressant parce que l'a reçu il y a 10 ans. Vous l'avez reçu il y a 10 ans dans la formation Nurdistan, qui revient avec un super projet qui s'appelle Aïta Mon Amour, qui modernise en fait tout le répertoire Aïta. D'ailleurs, tu avais travaillé sur l'anthologie d'Aïta. C'est ça qui a provoqué en elle cette envie même si ça a pris beaucoup de temps. Voilà, on a un DJ marocain qui s'appelle Raqtaq. Et on a Yassine et on a de Leila qu'on va recevoir tout à l'heure, messieurs dames, pour la pépite. Amine, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il se passe des choses tristes. Le jingle de Amine. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. C'est quoi le sujet? Taisez-vous. Quoi? C'est le billet de Amine. Mesdames, messieurs, mes amis, mes collègues, tous ceux qui nous écoutent, je m'excuse par avance pour le côté un peu triste de la chronique, mais il faut savoir que c'est une bien triste semaine qu'on a vécue là avec la disparition si soudaine que marquante de 2 figures incontournables de la politique, mais aussi de la culture et du sport au Maroc. Donc 2 disparitions qui semblent marquer la fin d'une époque. Tant ces personnages hors normes ont marqué la leur, des départs qui nous font dire un peu plus que rien ne sera désormais comme avant. Du coup, un hommage s'impose, je pense. Une dernière salve de reconnaissance avant que la vie ne reprenne son cours normal et tumultueux. Il faut savoir qu'il y a d'abord eu Ahmed Harzeni, ancien président du Conseil consultatif des droits de l'homme et figure incontournable de la gauche marocaine. Donc c'était un homme discret, mais avec des valeurs chevillées au corps, qui a fait du combat pour les droits de l'homme le sacerdoce d'une vie. Ma génération à moi, en tout cas, a grandi avec ce bonhomme, hors du commun, qui nous a vendu tout au long une idée de vie, qui était de rester droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions en toutes circonstances et malgré toutes les tentations, et elles ont été nombreuses. Et dans la foulée aussi, malheureusement, on a eu une autre figure tutélaire qui s'en est allée. On l'a surnommé le Roc, et c'en était un, fort justement, inébranlable et courageux. Et du courage, justement, il en fallait pour pratiquer son métier chez nous. Abdelkader Rtnani était éditeur, le plus grand du Maroc selon la légende et la formule consacrée. Plus de 600 ouvrages produits, des centaines de milliers vendus, peut-être même des millions. Toujours des projets plein la tête et une culture générale qui n'étalait jamais sur des tartines comme font certains. On ne s'en remettra jamais vraiment. On ne se remettait par contre jamais vraiment d'une rencontre avec Rtnani qui avait pour moi réalisé une chose plus grande que toutes les autres. Ce pont jeté entre la culture et le football. À un moment, on a toujours pensé que ces 2 mondes étaient antinomiques, parce que ce monsieur était un grand passionné du ballon rond, du Raja notamment, dont il a été le président pendant de courtes années. À ce club, il a donné son premier titre de champion en 88, avant de démissionner dans la foulée, quand beaucoup ensuite se sont accrochés à ce poste comme une moule à son rocher. En plus de ce titre, Rtnani a importé du club des Girondins de Bordeaux un modèle de gestion carré et efficient. Il a aussi trouvé les premiers sponsors maillots qui débourseront quelques millions de dirhams contre une visibilité. Et il a fait mieux encore, il a été parmi les précurseurs qui ont signé des accords avec de grandes institutions marocaines, des banques, etc., qui salariaient des joueurs en prévision de leur retraite. Ça, c'est énorme. Certains sont encore en poste ou peu s'en faut, et à ce titre, ils ont dû avoir une pensée particulière et émue pour ce grand homme aujourd'hui parti. Donc avec feu Abdelrazak Mkouar au Wydad, Abdelkader Rtnani a fait partie des rares intellectuels qui ont plongé avec passion et la tête la première dans le foot marocain. Très peu les ont malheureusement suivis par la suite. Les années 80, si je ne m'abuse. Exactement. Mais leur mémoire restera vivace et intacte chez tous ceux qui pensent qu'il est capable de relier ces 2 mondes que l'on a à tort pensé que tout opposé. Et rien que pour ça, et pour bien d'autres choses encore à vrai dire, je lui en serai éternellement reconnaissant. Paix à votre âme. Allah yarhamik wa sa'alik Rtnani. Reposez-vous maintenant, vous avez tant fait. C'est une annonce, je pense, qui a touché beaucoup de Marocains, au-delà des professionnels des médias et de l'édition. Et je crois que comme on dit. Effectivement. Et comme a dit un auteur, je ne sais pas si on pourra le remplacer, mais en tout cas, bon courage à celui qui y prétend. Mais j'espère qu'il y a d'autres éditeurs qui vont reprendre la flamme, et surtout on lui succède, mais on ne le remplace pas. Voilà. L'émission Karbet Seli, on a un peu débordé. Est-ce qu'on lance la pépite? Radio 2M, la pépite de Yassine Tabouktir.
La pépite de cette semaine, c'est Delleila, artiste marocaine émergente qui illumine la scène musicale avec son talent unique et sa voix envoûtante. Sa musique fusionne habilement les sonorités traditionnelles de l'oriental avec des éléments contemporains. Dans chacune de ses mélodies, Delleila tisse une toile émotionnelle captivante, invitant l'auditeur dans un voyage sensoriel nuancé de raï, de rock, de jazz et de pop. Delleila ne se contente pas de maîtriser l'art de la musique, mais elle incarne également une esthétique visuelle saisissante, créant une expérience artistique holistique. En résumé, Delleila émerge comme une voix incontournable, capturant l'essence de la diversité musicale marocaine. Et pour vous le prouver, j'ai en live Delleila. La première fois. Que vas-tu nous interpréter? Bonjour, salam alaikum. Kérak Sarah. Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour l'invitation. Et شنو تغني لنا اليوم؟ اليوم شنو نغنيو نغنيو رقب رقب. راح رقب سيداتي وسادتي Delleila رقب رقب اون لايف اكابيلا. اكابيلا هكا. Allez, Elle est capable du talent. Ouais. رقب عليا وقول لي يا درا جيب والدك ولا ديت وحده اخرى رقب عليا وقول لي شي صرا زينك هبل يا رقب عليا وقول لي يا درا جيب والدك ولا ديت وحده اخرى رقب عليا وقول لي شي صرا زينك محنيا وراي الشراك داير فيا كي تشوف لي في العين تدري ما بيا قول لي واش يبقى ليا كي ندير نعيش الا رحت عليا ايوا رقب عليا وقول لي يا درا رقب عليا روح نشوف هاد الديسك لايف في فيزا فور ميوزك في البولفار نهار الحد. Là, on est en train d'écouter la version audio, enfin studio, qu'on écoutera peut-être à la fin de l'émission. Pour rappel, Delleila joue ce dimanche dans le cadre du festival Boulevard, mais surtout la semaine prochaine à Rabat, vendredi prochain. Yak. On est peut-être à 2-3 minutes de la fin de l'émission. Merci infiniment, Brahim, d'être venu. Et surtout, tu as 2-3 minutes pour nous dire tout ce que tu as envie de nous dire concernant cette 10e édition, les nouveautés, comment on peut faire pour que ça soit du full sold out cette édition, Charles. Tout d'abord, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe de me recevoir. Et bienvenue du mercredi à samedi à Visa for Music. Vous êtes les bienvenus. Il reste encore des places pour le public qui souhaite nous rejoindre. Et puis, il y a tellement de belles surprises et ça va être un magnifique voyage à travers le continent africain. Il y a plein de surprises d'un peu partout, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'un peu partout, même de Corée du Sud. Donc ça va être un très beau programme intense, 70 concerts et plein de débats toute la journée. Ne ratez pas les conférences non plus. Et puis pour les artistes, Visa for Music est fait pour eux. Merci. Voilà, donc messieurs, dames, sur ces belles paroles, je vous rappelle juste que Visa for Music, c'est du 22 au 25 novembre à Rabat. On a des artistes, Aïta Mon Amour, Anwar, Mizan, Nouratoula, Delleila, Raqtaq, on a Jamel Din Takouma Groove à la Maroc, Tribali, DJ Félix, énormément d'artistes. Allez les voir, les artistes, allez faire le déplacement, essayez de rencontrer les professionnels. La semaine prochaine. Pas mal. Salut, bravo. À la semaine prochaine.